Mais voilà. en revanche, les Congolais ont sur leur territoire des troupes rwandaises, des milices rwandaises qui sèment la mort et le pillage sur leur territoire. Donc vous voyez, on est dans une configuration où on a vu aussi que l'Union africaine a été, je dirais, d'une absence incroyable et d'une lâcheté et d'une faiblesse terrible sur cette crise. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre application et également abonnés de notre chaîne YouTube. Comme je le dis souvent, c'est toujours un honneur de vous parler pour cette émission, puisque vous êtes aujourd'hui plus de 520 000 abonnés à nous avoir rejoints au fil des années, en 3 ans. On va dire que c'est un succès pour nous. On est très heureux, très honorés de vous voir toujours plus nombreux revenir pour ces émissions. Aujourd'hui, je reçois Charles Onana. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, je vais vous présenter, mais je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une actualité qui va nous passionner, qui vous passionne, puisqu'elle concerne le Congo, les États-Unis, le Rwanda. On va y venir. Charles Onana, donc vous êtes journaliste, vous êtes déjà venu, c'est la 2e fois que vous venez sur notre antenne. Vous êtes donc journaliste franco-camerounais, et je cite votre livre qui est une référence qui s'intitule aux éditions de l'Artilleur, Holocauste au Congo, l'Omerta de la communauté internationale, livre qui vous a valu pas mal de soucis aussi. On pourrait y revenir, mais à une autre occasion. On va rentrer dans le vif du sujet. La nuit dernière, pas la nuit dernière, enfin la nuit dernière pour nous, on va dire, et puis comme on est des passionnés d'actualité, on garde toujours un œil sur nos portables. On a vu enfin cette image de Donald Trump avec l'accord signé, le tenant dans une main, Paul Kagame à côté, Félix-Antoine Tshisekedi de l'autre. Vous y avez cru, vous y croyez à cette photo, vous l'aviez visualisée, vous pensez qu'elle aurait lieu? Oui, je pensais qu'elle allait avoir lieu parce que les informations qu'on avait sur les coulisses de cette rencontre donnaient effectivement l'impression que Donald Trump tenait effectivement à cette rencontre, et évidemment elle a rempli ses promesses par rapport aux États-Unis. Oui, la mise en scène a été remarquable. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement, malgré quelques détails sur lesquels on peut revenir, mais on a vu que le président américain s'est fait passer pour, je dirais, le faiseur de paix de la région des Grands Lacs, comme aucun chef d'État américain ne l'avait fait auparavant. Mais ça, c'est pour la mise en scène. Mais qui se passait dans un bâtiment qu'il a nommé lui-même le centre Donald Trump pour la paix. Exactement. Voilà. Donc il était en course d'ailleurs, je crois savoir, pour le prix Nobel de la paix, etc. Donc là, il a apporté, je dirais, aux caméras du monde entier l'idée qu'il était capable de rassembler des ennemis inconciliables. Alors, cet accord, à l'origine, il avait été signé le 27 juin dernier. Il devait être contre-signé, on va dire, à Washington fin août. On est en décembre. Pourquoi tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des hésitations. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer. Pour le peu que j'en sais, c'est que d'abord, il fallait réussir à convaincre M. Kagame de venir à Washington pour cet accord, parce que depuis longtemps, il n'a cessé de lancer des mots extrêmement agressifs à l'égard des Congolais et du président congolais, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que le président Tshisekedi n'a eu de cesse, lui aussi, de mettre en accusation très clairement le Rwanda, comme très peu de chefs d'État congolais ont fait auparavant. Je pense notamment à son prédécesseur, M. Joseph Kabila, qui était quasiment muet en 18 ans de règne sur ce que faisait le Rwanda en RDC. Donc, il fallait arriver à convaincre M. Kagame
venir assister à cette rencontre, parce que vous vous souvenez que ce soit la réunion qui avait eu lieu en Angola, il n'était pas venu, et qui était sous la houlette du médiateur de l'Union africaine. Alors justement, l'été dernier, le vice-ministre de la Défense, Sami Abou-Bango, nous expliquait que ce qui faisait la différence avec cet accord, c'est que M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, serait dans la pièce. Il y avait quelque chose de contraignant, justement, pour lui. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est revenu à la case de départ. Avec cet accord, moi, j'ai dit à l'époque que tout ce qui a été fait dans ce processus était en fait initié par l'administration Clinton, qui a soutenu la prise de pouvoir de Kagame au Rwanda en 1994 avec le génocide pour l'aider à prendre le contrôle des ressources minières du Congo. À l'époque, les gens ne comprenaient pas très bien parce qu'évidemment, ce que je disais là n'était pas encore totalement visible. Mais l'intérêt et le grand jeu de cet accord, qui est une très grande victoire pour Donald Trump, c'est le fait que, à la différence de l'administration Clinton, lui, il a officialisé, il a légalisé la prise de contrôle des ressources à l'est du Congo. Ce qui n'était pas le cas de monsieur Kagame et du président Clinton, qui ont travaillé dans la clandestinité, je dirais, dans l'organisation du pillage. Et là, Trump, lui, il veut mettre un terme à cette façon de faire en officialisant la position américaine qui vient cette fois par la grande porte, pour s'adresser au Congo, pour prendre le contrôle des ressources minières. Alors ça, c'est la contrepartie américaine, elle est considérable. Je crois qu'on est de l'ordre de 40%. Je crois que c'est un chiffre sur la question justement des minerais. Et ma question est la suivante. Est-ce que ça n'entérine pas aussi, ça ne légalise pas d'une certaine façon ce pillage de l'Est du Congo en faisant officiellement du Rwanda un exportateur? Mais absolument, et c'est là où je pense que les Congolais n'ont pas été assez vigilants. Parce que cet accord ressemble étrangement, qui est un accord de paix, ressemble étrangement à ce qu'on a appelé à l'époque, lorsque la France était mêlée dans les débats sur le Rwanda, sur le processus de paix au Rwanda, à ce qu'on a appelé les accords d'Arusha. Bon, sans la mise en scène et sans la solennité qu'on a pu voir aux États-Unis. Donc, les accords d'Arusha, c'était quoi? C'était les accords qui permettaient au gouvernement en place du président Habyarimana et les troupes de Kagame de parvenir à un gouvernement, je dirais, de coalition, d'union nationale, ce qu'ils ont appelé le gouvernement à base élargie. Et à l'époque, pendant que les négociations se déroulaient à Arusha, Kagame continuait à avancer sur le plan militaire pour planter... avancer pour prendre le pouvoir à Kigali. Et dans le cas de figure qu'on a aujourd'hui, on a exactement la même configuration. C'est-à-dire que pendant qu'on discute, qu'on essaye d'amener Kagame sur la table des négociations, parce que le président Tshisekedi a toujours dit qu'il voulait la paix avec le Rwanda, de ce point de vue, il est arrivé avec ce processus la signature, parce que le président Tshisekedi, là, on peut dire que c'est une victoire politique et diplomatique pour lui, parce qu'il a réussi à montrer qu'il n'était pas un va-t-en-guerre, qu'il voulait la paix avec ses voisins. Sauf que le fameux voisin en question, lui, il n'a jamais renoncé à faire la guerre, il n'a jamais renoncé à attaquer. C'est même d'ailleurs au moment où on signait le 4 novembre l'accord de paix, les troupes étaient lancées au Sud Kivu contre des écoles du Sud Kivu. Et donc, vous voyez bien qu'il est dans un schéma qui n'est pas le schéma qui est celui du chef de l'État congolais. Il est dans le schéma de continuer le pillage, les massacres de population, parce que quand même, une grande partie de l'économie rwandaise aujourd'hui repose sur le pillage des ressources minières de la RDC. Et c'est ça le fond du sujet. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre que la volonté des Congolais qui veulent absolument avoir la paix ne correspond pas exactement à l'idée que le président rwandais et les troupes qu'il a mis sur le territoire congolais, ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Les uns veulent la paix, les autres veulent la guerre pour piller les ressources. Alors, ce dont on se rend compte, pour appeler les choses par leur nom, le M23 ou les M23,
sont en offensive depuis le début de l'année. Ils ont conquis Bukavu, ils ont conquis Goma. Actuellement, ils sont encore à l'offensive, vous l'avez signalé. Dans le discours de leur chef, il y a parfois des phrases comme ça qui pourraient aller jusqu'à Kinshasa, avec en plus, quand on regarde ce qu'ils font sur place, une volonté de remplacer les chefs coutumiers, une accélération d'un processus de mise en place d'une administration, des prélèvements d'impôts, bref, comme s'ils allaient créer un proto-État, comme s'ils en avaient l'intention. Officiellement, ne confirme pas être aidé par Kigali, mais un rapport de l'ONU qui date de l'été dernier montre que l'armée rwandaise a bien été dans l'offensive et a bien apporté son soutien au M23. Jusqu'où ça va aller, ça, puisque théoriquement, il y a eu un accord de paix, de cessez-le-feu qui a été signé à Doha. On se rend compte que finalement le M23 progresse toujours. Jusqu'où peut-il aller ? Et quelle est son intention ? Déclarer un État indépendant sous la coupe de Kigali ? Les Congolais n'ont pas envie de comprendre que le Rwanda veut s'emparer de l'Est du Congo parce que cette portion de territoire congolais rapporte énormément d'argent et de moyens à l'État rwandais. Il faut qu'ils comprennent ça une fois pour toutes. La deuxième chose, en prenant ce territoire, ils veulent prendre le contrôle du pouvoir à Kinshasa. C'est tellement clair que je ne comprends pas en quelle langue il faut dire ça aux Congolais. Donc le problème, c'est quoi ? C'est que jusqu'à présent, ils voient systématiquement que les Rwandais continuent d'avancer avec les rebelles du M23 sur le terrain, sur le plan militaire, mais les Congolais sont allés dans cet accord de paix en croyant qu'ils étaient exclusivement en position de faiblesse, parce qu'ils sont réellement en position de faiblesse sur le plan militaire, mais ils ne sont pas en position de faiblesse sur le plan économique. Pourquoi Trump vient négocier ? Il vient négocier parce que les Congolais ont des ressources. Si les Congolais n'avaient pas de ressources, ils ne viendraient pas discuter de ça. Et d'ailleurs, une grande partie du débat sur l'accord, ne serait-ce que sur les déclarations de principe, porte beaucoup, il y a le volet économique. C'est évident. Et d'ailleurs, M. Trump l'a dit officiellement, cet accord va permettre de gagner beaucoup d'argent. C'est très clair. Bon, mais le problème, c'est que les Congolais, ils ont encore une autre naïveté, c'est de penser que le fait d'avoir un deal directement avec les Américains, ça va permettre aux Américains d'intervenir du côté du Congo pour essayer de briser l'offensive militaire du Rwanda sur le territoire congolais. Non, c'est faux, ils ne vont pas le faire. Les Américains ont cessé de faire la guerre un peu depuis longtemps. Ils font toujours la guerre un peu, soit par personne interposée, mais quand ils interviennent, ils interviennent avec des forces aériennes ou des choses comme ça. Mais les Américains, dans la logique même de Trump, on ne peut pas signer un accord de paix pour utiliser l'aviation américaine pour bombarder les positions du M23 ou de l'armée rwandaise. Donc, il est clair que tant que les Congolais, maintenant qu'ils ont fait comprendre à tout le monde qu'ils voulaient la paix, il est important qu'ils défendent leur territoire sur le plan militaire. Bon, il est évident que dans l'armée congolaise, il y a beaucoup de désordres. C'est un désordre d'ailleurs qui a été organisé par l'Union européenne avec ses processus de brassage, etc. D'ailleurs, le processus de Doha, etc., veut réintégrer encore les gens dans les forces armées congolaises alors qu'il y a déjà beaucoup de gens indésirables dans cette armée. Donc l'ensemble de l'appareil sécuritaire congolais est noyauté par les troupes rwandaises et par les milices rwandaises. C'est pour cette raison que les gens se posent toujours la question de savoir pourquoi est-ce que l'armée congolaise est si inefficace sur le terrain. Mais c'est parce que pendant les 18 ans que M. Joseph Kabila est passé là, il a désigné des gens comme Laurent Nkunda, Mutebuzi, des gens qui étaient reconnus comme étant des Rwandais par les rapports de la MONUSCO. Donc, si vous voulez, le fait que le Rwanda continue d'avancer sur le plan militaire est une indication claire de ses intentions réelles. Le problème, c'est qu'il faut que les Congolais intègrent cette donnée dans leur analyse et dans leur réflexion pour ne pas rester uniquement à penser que les États-Unis vont venir faire la guerre à leur place ou vont défendre le territoire congolais à leur place. Ça, s'ils continuent de penser comme ça, ils se trompent lourdement. Alors, il y avait eu des annonces comme quoi les États-Unis étaient prêts à aider militairement, dans le sens
éventuellement à envoyer des formateurs ou à, comment on va dire, à ce qui est des fournitures de matériel, mais visiblement, selon vous, ça n'ira pas au-delà. Mais d'abord, ça n'ira pas très loin. Pourquoi? Parce que d'abord, vous voyez que dans le processus, ce processus de paix et dans l'accord qui a été signé, eh bien, le Rwanda n'est pas identifié comme agresseur. Il n'est pas non plus identifié comme quelqu'un qui viole le territoire de la RDC, alors qu'en fait, l'accord parle du respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Et puis, il y a un autre volet, c'est que comment on arrive, et ça c'est le travail que les Congolais auraient dû faire en amont de cet accord, c'est-à-dire de ramener les rapports des Nations Unies dans le processus de négociation pour que les éléments objectifs de l'ONU soient intégrés ou soient pris en compte dans la mise en œuvre de ce protocole d'accord, en identifiant le Rwanda. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Mais parce que, et c'est là que j'avais dit déjà dans l'entretien qu'on avait eu précédemment, que les Congolais ont sous-estimé le poids des entreprises minières, du lobby minier aux États-Unis. Le lobby minier, parce que cet accord, en fait, Donald Trump, lui, c'est un politique qui est venu avec une vision politique et diplomatique du sujet. Les Congolais, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils sont en phase avec les Congolais sur cette affaire-là. Mais il y a un acteur totalement invisible dans cette histoire, c'est le lobby minier. Le lobby minier américain qui a travaillé sous l'administration Clinton ne pouvait pas céder comme ça facilement à la paix au Congo, alors qu'en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent avec le pillage des ressources minières de la RDC. Donc, ces acteurs-là ont certainement travaillé à ce que les intérêts du Rwanda soient mis en avant. Et qu'est-ce que j'entends par intérêt du Rwanda? C'est le fait que le Rwanda ne soit pas reconnu, comme c'est dans le cas, ça se fait dans les rapports des Nations Unies, comme l'agresseur, comme celui qui pille les ressources de la RDC depuis 2001. Donc, deuxième élément, qui est un élément très important, c'est quand même de constater que si les États-Unis apportent un soutien militaire, ce ne sera pas pour faire la guerre. Ce sera pour dire aux Congolais, écoutez, on peut vous aider à former quelques gens, mais c'est à vous de vous débrouiller pour défendre votre territoire, ce qui est tout à fait légitime. Et la difficulté pour les Congolais aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des patriotes congolais vivent, je dirais, en position d'infériorité par rapport à la partie des Congolais qui travaillent pour les forces étrangères et notamment pour le Rwanda. C'est-à-dire que les patriotes congolais aujourd'hui... Vous voulez dire qu'il y a encore trop d'agents du Rwanda? Il y a trop d'agents du Rwanda, il y a trop de Congolais... De l'époque de Kabila, etc. Oui, qui acceptent... Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous aurez remarqué qu'au Congo, quand vous parlez de Kabila, il y a un certain nombre de Congolais qui s'énervent. Hein? Quand vous dites que ce monsieur, pendant 18 ans, il n'a rien fait pour empêcher que le Rwanda arrête ses velléités expansionnistes, eh bien, il s'énerve parce que beaucoup de gens, pendant 18 ans, doivent leur carrière politique à Kabila et à Paul Kagame. Donc, le Congo se trouve dans une situation qui, si les Congolais, les patriotes congolais, ne prennent pas le taureau par les cornes en disant maintenant, 30 ans, 25 ans, 20 ans, ça suffit. Bon, les Rwandais doivent rentrer chez eux, de gré ou de force, et nous, maintenant, on a affirmé qu'on voulait la paix, mais on doit défendre notre territoire. Donc, si les Congolais, les patriotes congolais n'arrivent pas à cette conclusion et à agir en conséquence, eh bien, ils seront toujours victimes de la situation de déséquilibre sur le plan militaire actuel, c'est-à-dire qu'on fait les négociations, on vous brandit les accords de paix, mais vous continuez d'être sous la domination et sous la menace armée des troupes soutenues par le Rwanda. Alors, est-ce que militairement, vous voyez un renversement de pouvoir possible? Est-ce que, on parle de coup d'État à Kinshasa, mais je me souviens, en passant dans la région, qu'on évoquait le fait que Kisangani pouvait être une ville prise aussi, et qu'il pouvait faire une offensive assez... Est-ce que les FARDC aujourd'hui, l'armée congolaise, a les moyens de résister, et peut-elle leur résister? Les FARDC peuvent résister, parce qu'il y a d'excellents officiers et soldats dans l'armée congolaise, sauf que ces gens sont mis en difficulté dans leur pays face à des forces qui sont
infiltrés dans l'armée congolaise du fait du brassage qui a été fait depuis 2005 par l'Union européenne, financé par la Banque mondiale. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des informations qui sont en général rédigées parce que les services de renseignement militaires congolais sont assez bien renseignés sur un certain nombre de choses, sur l'évolution des combats et de ce qui se passe sur le terrain. Sauf qu'une grande partie des informations, je dirais vraiment stratégiques, n'arrivent pas systématiquement au président de la République de ce pays. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans l'entourage du président, vous avez un certain nombre de gens qui font tout pour que le président de la République soit isolé, n'ait pas accès à des informations pertinentes sur une prise de décision qui elle-même va être pertinente. Ces gens-là travaillent soit pour Joseph Kabila, soit ont été, je dirais, laissés dans le dispositif par Joseph Kabila. D'autres doivent une partie de leur carrière militaire aux forces soit du RCD, soit dans le cadre du brassage et du mixage. Donc, c'est un broglio sécuritaire, mais effectivement, le président Tshisekedi en danger, parce qu'il a déjà quand même échappé à plusieurs tentatives de coup d'État. Et là, quand on voit, par exemple, M. Tshibangou... Venant de l'armée, d'ailleurs. John Tshibangou, qui vient d'être arrêté, bon, parce qu'il a été réhabilité en 2020 par le président Tshisekedi, parce qu'il était un opposant, à l'époque, soi-disant, à Joseph Kabila. Ce monsieur vient d'être mis aux arrêts, mais ce que les Congolais, un certain nombre, ne savent pas, c'est que depuis 2013, ce monsieur était déjà impliqué, il a travaillé à l'Est, il était déjà impliqué dans le trafic des minerais. Moi, j'ai vu une entreprise française qui a pu recueillir un certain nombre de données montrant effectivement son implication dans le trafic et la vente des lingots d'or. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça, qui est, avant sa nomination dans la 4e région à Kananga, où il a été nommé comme commandant, mais on doit donner au président de la République des informations pertinentes sur son background. Vous pensez qu'il ne l'a pas? Mais je ne crois pas que le président de la République va nommer quelqu'un quand il est... Lui, il n'est pas militaire. Donc, il fait nécessairement confiance aux militaires ou aux gens du ministère de la Défense qui vont lui apporter une liste des gens à nommer à des postes stratégiques. Mais quand vous amenez des gens qui se révèlent être des gens soit qui trahissent le Congo, soit qui jouent contre les institutions de leur pays, eh bien, ça devient quelque chose de terrible. Et on a vu ça ces dernières années très, je dirais, en grande quantité dans le dispositif du président Tshisekedi. Donc, je pense effectivement qu'il est aussi de sa responsabilité de prendre, je dirais, des mesures qui s'imposent en essayant d'avoir des sources d'informations crédibles et solides pour ne pas avoir constamment à être et à vivre sous la menace et sous l'épée de Damoclès des troupes de Kagame ou de leurs milices ou de leurs infiltrés qui sont dans le dispositif sécuritaire de la RDC. Un mot sur le rôle de la Chine. On sait que c'est elle qui bénéficie de cette instabilité à l'Est, dans le sens que la plupart des minerais sont souvent préemptés par les Chinois, ou en tout cas les mines de cobalt. On avait visité une à Fungurume, à côté de Kolwezi. Les Chinois se sont taillés la part du lion, un peu, on va dire, au nez à la barbe de l'Occident. Et aujourd'hui, à chaque fois que je vois une voiture chinoise, vous savez, quand on se balade à Paris, parfois on voit des voitures, on ne sait pas très bien, on n'a jamais vu la marque, on se dit tiens, c'est une voiture chinoise et ah bah oui, elle est nettement plus compétitive et finalement elle est en train, ces Chinois sont en train d'achever notre propre industrie de l'automobile en Europe et en France. Ah bien sûr. Mais ils ont ces minerais, le cobalt, je cite souvent l'exemple du cobalt, où chaque Tesla contient 10 kilos de cobalt. Comment Donald Trump, d'abord, quelle est l'attitude de la Chine par rapport à ça? Et comment Donald Trump, qui s'octroie une part des minerais sur le papier, va-t-il faire pour déloger les Chinois? Mais je ne crois pas que Donald Trump va déloger les Chinois ou qu'il est en capacité de déloger les Chinois. L'objectif de Donald Trump, c'était que les Chinois n'aient pas le monopole et le contrôle total de ces ressources minières. Ils n'en sont pas loin quand même. Hein. Oui, mais les Chinois, si vous voulez, sont des gens très pragmatiques. Ils sont venus en affichant clairement leur position, que leur objectif de s'emparer les minières. Et quand vous parlez du cobalt, ils sont aujourd'hui en train de transformer presque 50% du cobalt mondial. Donc, si vous voulez, la plupart
des industries occidentales dépendent aussi en partie pour la transformation, dépendent de la Chine. Oui. Donc, si vous voulez, les Chinois ont occupé une position stratégique. Ils sont aujourd'hui, vous parlez de l'industrie automobile, ils sont les premiers fabricants, les meilleurs d'ailleurs fabricants de véhicules automobiles électriques, pendant que l'Union européenne est en train de négocier avec le Rwanda en lui donnant un peu d'argent pour essayer de récupérer. Mais les Chinois ils sont déjà très très loin sur le plan industriel. Très forte longueur d'avance. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, Donald Trump, ce qu'il a voulu éviter, c'est que la Chine se retrouve en maître absolu sur les minerais du congolais. Mais le problème, c'est que c'est aux Congolais de travailler, c'est à eux je dirais, ils auraient dû, depuis un certain temps, travailler avec les Chinois pied à pied pour essayer d'obtenir ce que les Chinois peuvent donner en contrepartie pour pouvoir assurer leur système de sécurité en RDC. Parce que les Chinois, ils ne veulent pas se mêler de la politique. Hein. Ils veulent faire que leurs affaires avec... tout à fait. Ils ont leur propre milice, leurs propres ingénieurs. Exactement. Ouais. Donc, si vous voulez, les Congolais laissent un peu trop faire. C'est un peuple pacifique. Et c'est pour cette raison que c'est injuste ce qui lui arrive. Mais en même temps, quand on vous écrase beaucoup, il faut à un moment donné relever la tête et faire comprendre aux gens que vous avez 2 pieds, une tête et 2 bras comme eux et que vous avez aussi un cerveau qui fonctionne aussi bien que le leur. Et ça, pour l'instant, les Congolais ne sont pas arrivés à montrer aux Rwandais qu'ils ne sont pas chez eux, que la Chine et les États-Unis peuvent venir, je dirais, s'approprier ou discuter de l'exploitation des ressources naturelles du Congo, mais qu'en contrepartie, ils ont besoin d'avoir un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous aurez remarqué que dans cet accord, il y a eu, par exemple, 10 pages consacrées au FDLR. Oui. Bon, alors les FDLR... Donc on précise qui sont les FDLR, les Hutus, réfugiés au Kivu, génocidaires, que traquent les troupes de Kigali depuis la fin du génocide. J'ai ici un petit rapport qui a été fait, qui est un rapport du Conseil européen, c'est-à-dire la cellule diplomatique de l'Union européenne, qui a été fait en 2005. Et que dit ce rapport? Juste un extrait qui dit « L'intensification à partir du 1er juillet 2005 des opérations contre les FDLR dans les 2 Kivu a surtout jusqu'ici eu pour effet de les déstabiliser, mais pas de les éliminer. Elle a considérablement accru encore l'insécurité dans laquelle la population de ces 2 provinces vit. Elle donne enfin des arguments à ceux qui sont hostiles au processus, etc., de pouvoir trouver. Donc, si vous voulez, depuis 2005, les Congolais se battent contre les FDLR. Dans l'ensemble, ils ont travaillé avec la MONUSCO pour ramener les forces des FDLR chez eux. Bon, mais il y a eu un rapport des services de renseignement congolais qui a démontré que les troupes rwandaises, Paul Kagame se sert systématiquement des FDLR. Aujourd'hui, si ce sont les Hutus, la situation des Hutus en RDC date d'il y a 30 ans. C'est-à-dire que si c'était des gens qui avaient, disons, les plus vieux, ils avaient 30 ans, aujourd'hui ils ont 60 ans. Donc, les Américains ont dit eux-mêmes, et ça, ce n'est pas les généraux de l'opération Support Hope à l'époque, ils ont dit que les FDLR ne pouvaient pas, ce qu'on appelle les génocidaires Hutus au Congo, ne constituent en aucun cas une menace pour le Congo. Est-ce que vous avez vu une seule fois des éléments sur le plan sécuritaire qui démontrent les actions des FDLR contre le Rwanda? Non, c'est d'autres groupes. Il n'y a rien. Mais en revanche, les Congolais ont sur leur territoire des troupes rwandaises, des milices rwandaises qui sèment la mort et le pillage sur leur territoire. Donc vous voyez, on est dans une configuration où on a vu aussi que l'Union africaine a été, je dirais, d'une absence incroyable et d'une lâcheté et d'une faiblesse terrible sur cette crise. Ce n'est pas pour rien que ce sont les Américains et les Qataris qui viennent gérer un dossier à la place de l'Union africaine sur un territoire africain, alors que dans le même temps, ce que fait le Rwanda est une violation des principes du respect de l'intangibilité des frontières héritées du système colonial. Donc comment l'Union africaine peut-elle laisser
les Américains et les Qataris s'occuper d'un dossier aussi grave qui a déjà fait plus de 10 millions de morts au Congo, eh bien, ce sont les Américains qui règlent ça. Et puis demain, les gens vont dire « Ah oui, l'Afrique doit se battre pour être indépendante ». Ça, c'est quelque chose qui est terrible pour les Congolais, de voir qu'ils ne sont pas soutenus par l'Union africaine, parce que Kagame, lui, est soutenu par les États-Unis et par les lobbies miniers américains. Alors, intéressant comme point de vue, on peut noter aussi une absence des Européens, des Français, des Belges dans ces règlements. Bien sûr. Le Congo est le premier pays, ça m'a toujours frappé, francophone au monde. Mais la France, elle est où dans cette histoire? Elle laisse les Américains régler les choses, les Chinois exploiter les richesses. La France a déserté le Congo pour se réfugier au Rwanda. Et donc, parce que c'est plus intéressant de travailler avec un reseller, le Rwanda, qui est reconnu aujourd'hui comme celui qui vole et qui d'ailleurs, Kagame lui-même a reconnu, hein, c'est-à-dire qu'il a dit, quand on lui a posé la question de savoir mais pourquoi les minerais viennent au Rwanda, du Congo viennent au Rwanda, il a dit non, ça ne reste pas au Rwanda, ça passe et ça continue. Donc lui-même, il reconnaît que son pays est une plaque tournante du trafic des minerais volés au Congo. Donc le problème, c'est que la France, comme l'Union européenne, qui finance le Rwanda sur les minerais en essayant de lui donner encore un label de traçabilité. Vous voyez, donner un label de traçabilité des minerais de sang au Rwanda, enfin, si ce n'est pas se moquer des Congolais, moi je ne sais pas ce que c'est. Donc, tous ces pays ont décidé de se mettre derrière les Américains. C'est-à-dire, ce que disent les Américains et ce que font les Américains, c'est ça que va faire la France, c'est ça que va faire l'Union européenne. Ils sont incapables d'avoir une politique, que ce soit la France ou l'Union européenne, en tout cas la France en particulier, d'avoir une politique intelligente, autonome, et efficace dans un partenariat avec le Congo. Ils préfèrent construire leur colonne vertébrale au Rwanda, dans un pays qui a toujours insulté les Français, qui a méprisé la France et ses dirigeants et ses militaires. Et ça, pour les Congolais, ils ne comprennent pas pourquoi la France se comporte comme ça. Il n'y a personne qui est capable de comprendre ce type de raisonnement. D'ailleurs, Félix Tshisekedi nous disait dans le magazine Omerta, que je vais remontrer, nous avons fait l'été dernier, où le président de la RDC nous donne une interview exclusive, et nous expliquait, il disait aux Français, mais revenez. Il tendait la main, il disait, voilà, les Français sont les bienvenus, ils peuvent revenir en RDC, et il y a plein de choses à faire. Les dirigeants français sont inconséquents. Vous ne pouvez pas avoir un secrétariat de la francophonie à Paris, vous le donnez au Rwanda, et vous avez vu le sommet de la francophonie, mais qui est anglophone, qui a déserté la francophonie. Ils sont allés au Commonwealth, c'est un pays anglophone, etc. Kagame, il ne parle pas français, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique, et vous lui donnez quand même le secrétariat de la francophonie. Donc, comment voulez-vous que les gens puissent croire à la francophonie quand la France elle-même ne croit pas en la francophonie? Deuxième chose, comment voulez-vous comprendre que le président Macron, qui a été reçu, je dirais, de façon amicale au Congo, mais la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'était quand même de sermonner le président Tshisekedi sur place. Donc, quand vous avez ce type de contradiction, d'incohérence, etc., bien, il ne faut pas être surpris que beaucoup de pays d'Afrique francophone considèrent que, finalement, c'est peut-être mieux de traiter avec les Chinois, avec les Russes, que de traiter avec la France. Donc, l'absence de la France n'est pas due à la politique du Congo, c'est dû à la politique des dirigeants français qui n'arrivent pas à savoir où est leur colonne vertébrale. Alors, pendant longtemps, vous avez évoqué l'ère Clinton, on va dire c'est la clé de la politique, traditionnelle. Du désastre congolais. Voilà, américaine, exactement. Il y a le terme que vous utilisez aussi souvent de balkanisation, c'est-à-dire de termes qui les États-Unis utilisent un proxy, on va dire, en tout cas utilisaient, qui était le Rwanda pour donc perpétrer ce pillage des ressources, de façon finalement à créer des zones, à dépecer le Congo quelque part. Oui. Et on va le voir, on a l'impression qu'avec le M23, l'intention est aussi la même.
Vous croyez sincère la volte-face de Donald Trump en politique internationale? Vous pensez que s'adresser, comme il le fait, aux producteurs directs, c'est-à-dire le Congo, plutôt que exclusivement aux receleurs, que sont le Rwanda, l'Ouganda, etc. Est-ce que vous pensez que c'est sincère et que ça va durer? Ou est-ce que c'est juste, on va dire, une manière pour Trump d'obtenir le prix Nobel de la paix, par exemple? Mais Trump est dans son rôle. Il est dans son rôle de promoteur de la paix, je dirais, de pacificateur, Oui. entre guillemets ou sans guillemets. Mais le problème, c'est que lui, il va au bout de la défense des intérêts des États-Unis et des lobbies miniers américains. Parce qu'en fait, dans cette histoire, il faut qu'on sache que cet accord, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un accord politique. C'est un accord économique qui a vocation à donner une partie des ressources minières du Congo aux grandes puissances qui en ont besoin pour leur industrie sur le plan stratégique et militaire. Mais ce qui est important pour les Congolais, c'est comment ils se positionnent dans cette affaire-là. Ils ne doivent pas continuer à se prendre pour des gens inférieurs, incapables, face aux grands, aux grandes puissances, etc. Ils ont un peu ce regard, je dirais, un peu inférieur qu'ils se donnent à eux-mêmes, qui ne correspond pas à la réalité, parce que la mobilisation des lobbies miniers vient du fait que le Congo a les ressources, sinon personne ne viendrait s'intéresser au Congo. Mais c'est à partir du moment où on s'intéresse à vous sur ce terrain-là, que vous devez, vous être, tout travailler pour être à la hauteur de la puissance et du poids des ressources que vous avez. Bon, oui. pour le moment, les Congolais, ils restent dans une position infériorisante parce qu'on les infériorise, en fait. On les traite un peu comme des gens, on peut massacrer 10 millions de gens, violer 500 000 femmes, c'est pas très important, etc. Vous devez vous asseoir avec le Rwanda, discuter avec lui, etc. Mais vous avez vu que le Rwanda, eux, quand ils ont eu un génocide dans leur pays, ils disent entre 500 000 et 1 million. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé la création d'un tribunal pénal international. Et ils pourchassent dans tous les pays européens tous ceux qui sont supposés avoir commis... Y compris en France. Mais voilà. Donc, mais pourquoi le Rwanda serait, lui, en capacité d'agir de cette façon-là, alors que le même Rwanda et le même Paul Kagame, qui a déjà participé, contribué à l'extermination des millions de Congolais et au pillage des ressources naturelles qui sont reconnues aujourd'hui, dont les rapports ne sont plus confidentiels, sont reconnus par les Nations Unies, le Conseil et les experts des Nations Unies. Mais pourquoi les Congolais, eux, ils seraient moins qualifiés pour pouvoir avoir un tribunal pénal international pour juger les auteurs de crimes dans leur pays et pour obtenir, je dirais, le départ total et définitif des troupes rwandaises du sol congolais. Ça devait être la priorité des priorités pour les Congolais avant la signature du protocole de paix. Donc, mais c'est évoqué dans les accords, mais ça n'a pas été obtenu avant. Donc je pense que... Et donc ça ne se produira pas. Mais ce sera très difficile d'obtenir ça après, quand vous n'avez pas su négocier ça de façon rigoureuse et sérieuse avant, avec des arguments objectifs. Ça va être compliqué, parce que là, on va dire qu'on passe à la phase d'exécution. Oui, bien sûr. Comment vous avez donc des négociateurs qui n'ont pas été capables de porter ces arguments dans l'accord. Vous nous dites qu'il y a une certaine résignation, une acceptation d'une forme d'infériorité de la part des Congolais. Qu'est-ce qui, selon vous, ils ont quand même un président qui est velléitaire, qui a envie de faire des choses, qui a envie de changer les choses. Qu'est-ce qui pourrait créer un déclic chez les Congolais? Le président est seul. Il est seul. Je pense honnêtement que une grande partie des opposants ou de ceux qui ils veulent le voir quitter le pouvoir. Mais beaucoup de Congolais sont patriotes, beaucoup de Congolais. Mais au niveau du peuple, vous ai dit que il a l'air assez apprécié. Les patriotes congolais n'ont pas un lien étroit avec leur président. Ils n'ont pas la possibilité de discuter avec lui, de lui faire des propositions qui peuvent être acceptées et validées. Parce qu'il y a des gens dans l'entourage du président qui font obstacle à ces patriotes. J'ai des exemples très précis, je sais de quoi je parle. La deuxième chose, c'est que moi j'ai eu des militaires qui ont des rapports, mais très importants, à communiquer au président qui n'arrivent jamais au président. J'ai eu à discuter avec un certain nombre de personnalités
qui sont en capacité de dire au président, voilà, quand on nomme, on parlait des nominations, bon, on nomme un certain nombre de personnes. Le président va faire confiance à un certain nombre de gens qui ont la compétence de lui proposer des gens fiables. Et quand vous voyez les gens qui sont nommés, vous constatez que ce sont des gens incompétents. Mais le président n'est pas supposé savoir partout que tous ces gens-là sont incompétents. Donc, vous avez des gens qui travaillent là-bas et c'est pour cela que, sur votre question précédente sur la balkanisation, il y a une volonté de détruire le Congo qui est, je dirais, qui répond à une conjonction d'intérêts privés, personnels, de gens qui travaillent qui préfèrent travailler pour le Rwanda que pour le Congo, donc des Congolais qui préfèrent travailler pour le Rwanda que pour le Congo, des forces extérieures qui coalisent avec le Rwanda et tous les ennemis du Congo pour travailler ensemble parce que c'est beaucoup plus rentable le chaos au Congo qu'un État structuré, organisé et stable. Parce que si vous réussissez à faire un Congo stable, ben, vous êtes obligé de venir acquérir ces ressources naturelles, pas à vil prix, mais au prix du marché. Oui. Et ça va enrichir les Congolais, ça va donner aux Congolais un autre mode de vie que celui auquel ils sont assignés quasiment depuis les multiples phases d'occupation depuis 1997. 97. Oui, oui. Et oui, d'accord avec vous, parce que c'est ce que moi j'ai toujours dit. C'est-à-dire que l'occupation du Congo, en réalité, date de 94, pas de 97. Oui. Parce que ce que j'ai appelé l'invasion masquée du Congo date de 94. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas qu'on parle effectivement de pourquoi le Congo est dans cet état. Et à l'époque, pour finir sur la question qu'on m'avait posée sur la balkanisation, c'était le ministre Bernard Debré qui me l'avait dit à l'époque. Et à l'époque, quand il me disait ça, je n'avais pas cru. Le chef d'état-major particulier du président Mitterrand, le général Keno, il m'avait également dit la même chose. Et puis, le conseiller spécial du président Mobutu m'avait dit qu'effectivement, les Rwandais ont envie de balkaniser, de détruire ce pays pour nos ressources. Eh bien, au fil des années, ça fait 30 ans maintenant que ça dure, eh bien, on voit que les territoires tombent les uns après les autres, ils occupent le terrain, ils vont négocier, mais tout en continuant à massacrer les Congolais, en remplaçant les chefs coutumiers, parce qu'ils les remplacent, les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers rwandais, aujourd'hui, sont à l'est du Congo. Donc, il ne faut pas que les Congolais croient que les choses vont revenir facilement en arrière. Et puis, la dernière chose, c'est que, qu'est-ce qu'on dit de toutes ces victimes? Moi, je n'ai pas vu sur ces accords. Il y a combien? 6 millions, 7 millions on est à plus de 10 millions, personne ne veut plus condamner. De déplacer. Oui, 7 millions, à peu près 7 millions de déplacés internes. Oui. Bon, je ne parle pas... Ces gens-là, ils vont où? Je crois que c'est un des records du monde avec le Soudan. Absolument. Et on ne veut pas parler de ça. Et d'ailleurs, vous faites bien de parler du lien avec le Soudan. Parce que le Soudan est aujourd'hui balkanisé. À l'époque, les gens ne croyaient pas. Moi, quand j'avais travaillé sur le Soudan, d'ailleurs, j'avais mis les Congolais, j'avais essayé d'alerter les Congolais en leur disant, c'est votre très grand voisin qui a aussi beaucoup de ressources comme vous, voulu par l'administration Clinton en 1998. Ils ont obtenu la partition du Soudan en deux, Soudan du Nord et Soudan du Sud, alors que John Garang, qui avait fait la guerre, vous vous souvenez, pendant près de 30 ans, n'avait jamais demandé la partition du Soudan. Ils ont obtenu la partition du Soudan. Là, le Darfour, il y a des risques aussi de sécession. Et aujourd'hui, vous avez le chaos dans le Soudan du Nord, le chaos dans le Soudan du Sud. Et quand j'avais demandé aux autorités soudanaises de l'époque, lorsque M. al-Bashir était encore au pouvoir, je leur ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Ils m'ont dit, mais c'est parce qu'on subit beaucoup de pression de la part des États-Unis et de la communauté internationale. Donc les Congolais qui ont subi exactement les mêmes pressions, eh bien, ils sont en train de céder, mais dangereusement, ils risquent de se retrouver dans la situation du Soudan s'ils n'y prennent pas garde. Et alors les risques concrets, pour terminer sur ce M23, pourrait déclarer un État autonome du Kivu. Est-ce que le Katanga pourrait être, par exemple, arraché au Congo aussi? Mais si vous avez des forces... Est-ce que c'est l'objectif? Mais si vous avez des rebelles qui continuent de progresser et qui arrivent au Katanga et qui déclenchent une insurrection là-bas, mais le pays sera coupé en deux. Et vous n'aurez pas la capacité de voir des FARDC venir faire front et à l'est du Congo et jusqu'au Katanga. Donc le but,
les Congolais doivent comprendre que leur pays est trop riche, trop beau pour qu'on le laisse comme ça. Il va falloir qu'ils se battent, qu'ils mouillent leur chemise et que le noyau qui peut recréer une sorte de cohésion patriotique nationale se rassemble pour lutter contre cette volonté de détruire ce beau pays. Ce sera le mot de la fin. Charles Onana, merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage à propos de... Vous êtes quand même optimiste sur l'accord? Vous pensez que c'est globalement une bonne chose? Si les Congolais décident, eux, de tirer les meilleures conséquences et de se faire respecter, pas seulement en laissant les gens décider à leur place, mais qu'ils prennent le leadership de cette situation. Donc Trump leur monte la voie. Mais oui, si vous voulez, Trump a un peu, je dirais, nettoyé le plancher, mais c'est pour que les Congolais travaillent. Oui, très bien. Okay. Absolument. Parfait. Merci Charles Onana, merci d'être venu chez Omerta. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu et que vous reviendrez encore plus nombreux la prochaine fois pour une nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.